Salut la famille, bienvenue sur Animood, j'espère vraiment que tout le monde va bien. On se retrouve comme d'habitude pour notre petit rendez-vous du dimanche matin sur les animaux de compagnie. Et aujourd'hui, on est reparti pour refaire un aquarium. Ça va être en gros notre premier aquarium du studio, puisque l'aquarium qu'on avait avant, il est resté chez Alban. C'est beaucoup plus facile de laisser l'aquarium là où il est plutôt que de le déménager. Et aujourd'hui, on a décidé de repartir sur un tout nouveau bac avec une nouvelle espèce, c'est un apistogramma. Un apistogramma d'ailleurs qu'on trouve pas forcément tout le temps dans le commerce, mais bon, ça, je te l'expliquerai juste après. L'apistogramma, c'est un poisson qui est très connu en aquariophilie et souvent apprécié pour certaines choses. En fait, c'est un poisson qui va être déjà très coloré, de plein de couleurs différentes. Il va être aussi assez territorial et va avoir un comportement assez particulier avec les autres poissons. Il va être assez joueur et timide, mais surtout, et c'est ça que je kiffe chez ce poisson, c'est qu'il va protéger sa progéniture le temps de l'incubation des œufs et le temps que les alevins atteignent la nage libre. C'est un comportement qu'on retrouve assez souvent chez les cyclidés nains. On retrouve ça chez les ramirezi par exemple, mais chez les apistogramma aussi. Par contre, dans le commerce, il faut savoir qu'on va souvent trouver deux espèces dans les animaleries. Ça va être l'apistogramma perroquet, soit l'apistogramma cacatoides, ou alors l'apistogramma agassizi. Malheureusement, ces deux espèces-là, je trouve qu'ils sont assez fragiles quand on les met dans des aquariums qui sont pas très stables. Donc personnellement, je vous conseille de partir sur d'autres espèces. Nous, on en a choisi une qui est un petit peu plus rare, mais bon, ça va, on arrive à la trouver assez facilement. C'est l'apistogramma borelli. Il faut savoir que celui-ci, il va avoir des couleurs magnifiques qui sont jaunes et bleues, et en plus, il va être beaucoup plus calme que les autres apistogramma. Il va être aussi beaucoup plus robuste et solide que les autres, c'est pour ça que je le conseille vraiment pour des débutants. C'est un poisson qui va pouvoir vivre à peu près 5 à 6 ans. Il va mesurer entre 5 et 8 cm une fois qu'il va être adulte. Et c'est un poisson qui va vivre à l'origine au Paraguay, au Brésil et aussi en Argentine. C'est un poisson qui va rester quand même territorial avec les autres espèces et même entre spécimens d'une même espèce, c'est pour ça que je vous conseille de le maintenir soit en couple, soit en harem, pour éviter de maintenir plusieurs mâles ensemble, parce que je vous le dis, si vous maintenez des mâles ensemble, ils risquent de se friter pour les territoires. Par rapport aux paramètres de l'eau, je vous conseille quand même d'avoir une eau qui va être assez acide, avec un pH qui va être entre 5,5 et 7,5. Le GH, donc le taux de minéraux dans votre eau, ça je vous conseille de l'avoir entre 1 et 15. Et la température, je vous conseille de l'avoir entre 20 et 27. Si jamais tu veux en savoir un petit peu plus sur le pH, le GH, etc., eh ben écoute, rends-toi directement sur la vidéo du bac école. Normalement, c'est l'épisode 2. Tiens, je te mets un petit lien juste ici. Et comme ça, tu sauras tout sur le pH, le GH, le KH. En attendant, on va pouvoir passer à la suite de la vidéo sur l'apistogramma borelli. Étant donné que l'apistogramma est un poisson venant d'Amérique du Sud, il va forcément lui falloir un aquarium tropical. Je vous conseille en plus d'éviter d'avoir trop de courant à l'intérieur. Et en plus de ça, l'apistogramma, c'est un poisson qui va apprécier une eau qui va être soit tamisée, soit avec peu d'éclairage. Donc si vous avez la possibilité de pouvoir faire un blackwater, c'est parfait pour eux. Mais sinon, utilisez des plantes flottantes histoire de pouvoir tamiser un maximum l'eau. Pour l'apistogramma borelli, je vous conseille d'avoir une surface d'aquarium de minimum 60 litres. Et c'est ce qu'on a choisi nous aujourd'hui. Si tu te rappelles bien, c'était le bac qu'on avait utilisé pour l'épisode 1 du bac école. Je rappelle quand même que pour un apistogramma borelli, 60 litres, c'est le minimum du minimum du minimum. Si vous pouvez lui mettre plus, c'est parfait, ce sera très bien pour eux, même je vous conseille de leur mettre un petit peu plus. Nous, il est très probable que les apistogramma, quand ils auront bien grandi, on les fasse passer sur un volume un tout petit peu plus grand. Petite pause dans la vidéo pour t'indiquer que celle-ci est en partenariat avec Matériel Aquatique. Ils ont eu la gentillesse de nous envoyer tout le matériel qu'on va te présenter juste après pour pouvoir réaliser ce tuto. Et je te le dis, on a du matériel, c'est des véritables dingueries. Si tu cherches un site internet pour pouvoir te commander l'entièreté de ton matos dont tu vas avoir besoin pour fabriquer ton bac ou alors pour entretenir ton aquarium, eh bien rends-toi sur materielaquatique.fr parce que là-bas tu vas trouver du matos de qualité qui a vraiment été sélectionné par leurs équipes et en plus de ça, tu vas pouvoir trouver des prix qui sont véritablement attractifs. Nous, on a réussi à vous dégoter un code promo, bien entendu la famille, mais ce code promo il est un petit peu spécial puisqu'il n'est pas valable une semaine, il est valable pendant toute l'année. Et ouais la famille, on a réussi à vous débloquer un code promo de 8% valable toute l'année et ça, le code promo c'est Animood8. Ça y est, j'ai fini de te parler un petit peu de notre partenariat. On va pouvoir découvrir ensemble le matériel de dingue
que nous a envoyé Matériel Aquatique. Pour commencer, je vais déjà te présenter un peu le matériel technique qu'on va utiliser pour faire le bac. Bon, bah déjà, j'ai déjà présenté la cuve de 60 litres. On va aussi avoir un filtre. Donc on a choisi un filtre de chez AM. On a pris un filtre qui est pas forcément très puissant. Normalement, il est fait pour des bacs de 45 litres maximum parce que celui-ci, il fait 180 litres/heure au maximum. C'est un petit filtre qui est assez simple, hein. Vous voyez à l'intérieur, une fois que je l'ouvre, je vais avoir juste ça directement à coller et à l'intérieur, j'ai ma mousse de filtration. C'est vraiment des filtres qui sont assez simples dans leur fonctionnement, mais qui fonctionnent vraiment très bien. Ensuite, on va forcément avoir besoin d'un chauffage, étant donné qu'on est sur un aquarium tropical. Le chauffage, c'est un chauffage de ces JBL. Ceux-là, je les aime bien parce qu'ils ont une espèce de petite cage de protection. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, mais j'aime bien le principe de fonctionnement de JBL là-dessus. Le troisième élément technique dont on va avoir besoin, c'est l'éclairage. Et là, je vous le dis, pour l'éclairage, Matériel Aquatique, ils nous ont envoyé une petite dinguerie, c'est une remplette de la marque Twinstar. Et cette remplette de la marque Twinstar, attendez, je vais la sortir pour vous la montrer un petit peu plus. Donc ça, c'est une remplette qui va se présenter comme ça. À l'intérieur, vous allez trouver différentes LED. Vous voyez, il y en a des blanches et il y en a aussi des rouges et des vertes. Celles-ci, elles sont faites pour pouvoir assister les plantes dans leur pousse. Ça va vraiment les aider. En plus de ça, quand on regarde sur le petit bouton ici, on a un minuteur qui est intégré pour pouvoir laisser la remplette allumée pendant un temps de 6, 8 ou alors 10 heures. Elle est aussi capable de pouvoir baisser ou augmenter la luminosité qu'elle envoie pour faire en sorte d'éviter les algues à l'intérieur du bac. Ça, c'est véritablement une dinguerie. Et surtout, ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est une remplette qui va pouvoir simuler le lever et le coucher du soleil. En gros, quand elle va s'allumer à un niveau de luminosité extrêmement faible et monter progressivement jusque là où vous l'avez réglé. Et ça, en fait, c'est vraiment pour simuler le lever du soleil et éviter d'agresser vos poissons quand votre remplette s'allume. Parce que les poissons, bah, ils n'ont pas de paupières. Et je peux vous jurer que quand vous allumez votre bac, en général, ils en prennent plein leur mouille. Hein. C'est assez vénère. Maintenant que je t'ai présenté un petit peu le matériel technique, bien entendu, ça je te l'ai pas dit, hein, mais ça reste important de le faire. On ne branche rien maintenant. Bon, à part l'éclairage si jamais tu as envie de te faire plaisir. Sinon, le reste, tu le branches pas, t'attends que tout soit mis en eau, sinon tu vas tout ruiner. Sinon, maintenant, on va pouvoir passer à l'hardscape. L'hardscape, c'est quoi? C'est tout simplement la mise en place de ton sol et de tes premiers éléments de décor sans les plantes. Pour commencer avec le sol, on va forcément utiliser un sol nutritif vu qu'on va utiliser des plantes naturelles. On a envie qu'elles soient fertilisées, on a envie qu'elles poussent correctement, c'est pour ça que c'est important d'utiliser un sol nutritif. Là-dessus, tu peux utiliser plein de marques différentes, hein, Tropica, JBL, il y a plein de marques différentes qui sont très bien, comme Denerl aussi. Et nous, on a sélectionné tout simplement du JBL, ça s'appelle du Aquabasis Plus. L'Aquabasis Plus, donc là, celui-ci, ça représente 2,5 litres, donc ça va être largement suffisant pour ce qu'on a, puisque ça va être pour entre 40 et 120 litres, ce qui fait que là, pour le sac de 2,5 litres, je vais peut-être en utiliser la moitié, voire un petit peu plus, mais c'est tout. Faut bien comprendre que le sol nutritif, ça reste un engrais, donc c'est à utiliser avec parcimonie si vous voulez pas que votre aquarium parte en live. Alors, quand je vous dis d'utiliser avec parcimonie, ça veut dire quelques centimètres d'épaisseur, hein, pas forcément obligé de mettre 10 cm non plus. Hop, je le répands un petit peu sur toute la surface. Voilà. Waouh, ça fait de la poussière. Voilà. Il me reste quoi à l'intérieur? Non, bah très bien. Vous voyez, là, j'en ai sur toute ma surface. Pas forcément besoin d'avoir 5 ou 6 cm, comme je vous l'ai dit. Un petit centimètre ou 2 petits centimètres, ce sera largement suffisant. Et là, c'est parfait pour mes plantes. Elles vont être au top du top. Après avoir mis mon sol nutritif, l'étape suivante, elle va être différente en fonction de quelle école d'aquariophilie tu as faite, en gros. T'as des personnes qui vont préférer mettre leur sol décoratif et ensuite leur décoration de pierre et de racines. Et t'as d'autres personnes qui vont préférer mettre leur décor de pierre et de racines et ensuite de venir mettre leur sol décoratif. Nous, on va plutôt utiliser la deuxième méthode, tout simplement parce qu'on utilise un sol décoratif un petit peu spécial. On n'a pas non plus une quantité extraordinaire. Donc, dans le doute, on préfère le répandre autour de notre décor. C'est pour ça que je vais déjà commencer par installer mes pierres et mes racines. Je vais déjà t'en parler un petit peu déjà parce que, voilà, les racines, on en a plusieurs. Alors, j'en ai 3 au total. Allez, voilà. On a celle-ci. Donc ça, en fait, c'est de la Blackwood Tree. Si je me souviens bien du nom, ça doit s'appeler comme ça. Et j'aime énormément cette pierre. Ça ressemble un petit peu à de la Spider, mais en version un petit peu plus grosse. En plus, elle a ce côté un petit peu noir. J'espère qu'elle va déverser un petit peu de tanin à l'intérieur de l'eau, histoire que mon bac, il y ait un petit mood de semblant de Blackwater, même sans être vraiment un Blackwater non plus. Et la deuxième partie de mon décor, je vais juste ranger mes racines parce que pour sortir les pierres, ça va être un petit peu galère.
Quelques minutes plus tard... Et pour les pierres, du coup, voilà. Ça faisait un moment que je les voyais en magasin, ça faisait un moment que j'avais envie de les tester. C'est les petits kits en fait qui existent en différents formats. Il y en a pour des 40 litres, des 60 litres, des 80 litres, des 100 litres. Et bah j'avais vraiment envie de les essayer. Donc on va découvrir à l'intérieur ce qu'il y a parce que moi je ne l'ai toujours pas ouvert. Je sais vraiment pas ce que je vais retrouver dedans. Alors... Ok, d'accord, donc effectivement, comme indiqué, forcément, on a différentes pierres, il y a différents formats de pierres, hein. Ça va être marqué sur le côté, je sais plus où exactement. Il y a 9 pierres à l'intérieur de différentes tailles et elles vont être emballées, chacune d'entre elles, dans un petit format, un petit papier un petit peu cartonné. Par contre, elles sont sacrément dégueu. Ah ouais, la vache, j'en ai plein sur les doigts. Bah écoutez, moi je vais déballer tout ça, je vais regarder un petit peu tout ce que j'ai comme pierre. Ce que je vous propose, c'est que je vais aller les nettoyer. Et puis on se retrouve juste après pour mettre le décor en place. Ça y est, je viens de terminer mon décor, je vais maintenant pouvoir rajouter mon sable décoratif. Le sable décoratif qu'on a choisi, c'est une marque qu'on avait déjà utilisée dans le bac école dans l'épisode 1, quand on avait fait l'aquarium. C'est alors cette gamme-là. Voilà, c'est du sable de chez Wiyo. C'est un sable que j'aime énormément, qu'on trouve du coup sur matériel aquatique. Parce qu'en fait, ils vont le faire sous différents formats. Il va y avoir des sables, donc du sable blanc comme on avait utilisé dans la première vidéo. Ou alors celui-ci, c'est du sable type Biotope. Donc en fait, à l'intérieur, on va retrouver le sable, plus du bois mort, plus quelques fruits à coque mort, plus quelques feuilles mortes en plus. C'est vraiment pas mal, ça permet de pouvoir décorer en plus le sol et ça lui donne un vrai côté Biotope en fait. Sachant qu'en plus, autre petit avantage avec le sable Wiyo, même le sable et les décorations de chez Wiyo, c'est-à-dire que quand ils vous mettent la photo, vous avez à la fois la photo version sèche et la photo version mouillée. Ça vous permet d'avoir une meilleure idée de la couleur finale de votre produit en fait. Donc à l'intérieur, donc là moi je vais avoir 2 sachets de ce sable là. Voilà, le deuxième il est juste ici. Normalement vu la surface que j'ai à couvrir, 2 sachets ça devrait largement suffire. Alors, sachant que sur du sable, si jamais vous en avez beaucoup, vous de votre côté, évitez quand même de mettre une trop grosse épaisseur parce qu'en fait, si vous mettez une trop grosse épaisseur, il faut savoir qu'avec le sable, ça va créer en fait une espèce de couche. Hop, alors ça, voilà, je vais faire attention, je vais peut-être pas forcément tout mettre. Oh, c'est un peu galère à verser par contre, effectivement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi galère. Alors... Voilà, donc avec le sable, évitez de mettre une trop grosse épaisseur parce que sinon ça peut créer une couche hermétique. Et quand vous créez une couche hermétique, en fait, votre sol ne respire absolument plus. Et c'est là que certaines de vos bactéries peuvent mourir puisque dans votre sol, vous avez aussi des bactéries. Il n'y en a pas que dans la filtration. Il y en a un petit peu partout en fait. Alors, je vais juste écarter un petit peu ma remplaide. Voilà. Sachant que le sable de chez Wiyo, bon là il fait un petit peu de poussière mais ça c'est tout à fait normal. Normalement il n'y a pas forcément besoin de le rincer. L'eau va rester assez transparente puisque ça c'est de la poussière qui va vite, très vite retomber. Je m'étais déjà posé la question quand on avait fait le bac école et je m'étais rendu compte de ça. Alors, voilà. Il y a vraiment pas mal de choses à l'intérieur. Alors je vais bien l'étaler quand même mon sol. Voilà. Quelques minutes plus tard... Voilà, donc une fois que j'ai terminé de poser mon sable, une fois que j'ai terminé d'essayer de dispatcher un maximum ces petites choses qu'on avait à l'intérieur, histoire de donner le côté un petit peu naturel, ça y est, c'est terminé. Bah écoutez, mon hardscape est 100% fini. On va maintenant pouvoir passer à l'étape de la plantation et venir mettre des plantes naturelles à l'intérieur de notre bac pour pouvoir aider en plus au niveau de la filtration et rajouter toujours ce petit côté naturel qu'on aime beaucoup chez Honeywood. On va pouvoir maintenant du coup passer à l'étape des plantes. Je sais qu'Alban m'a fait toute la petite préparation, c'est juste là. Voilà. J'ai tout le nom des plantes ici, puisque je sais que vous aimez bien à chaque fois me demander le nom des plantes en commentaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les planter au fur et à mesure. Je vais pouvoir vous donner les plantes, le nom des plantes, et puis je vais vous donner quelques conseils en même temps pour la plantation. Alors, je vais me munir déjà de mes petites pinces. Déjà, première étape, quand vous allez recevoir vos plantes, forcément, elles vont être dans des espèces de petits pots avec c'est de la laine de roche qui va être à l'intérieur. Je vous conseille forcément de l'enlever. Essayez de l'enlever au maximum pour en avoir en fait le moins possible et que vos racines soient à peu près comme ça. Petit conseil d'Alban d'ailleurs que j'ai entendu
discrètement. N'hésitez pas à couper un petit peu le bout de vos racines, histoire que les racines elles repartent en première, qu'elles se mettent bien à l'intérieur de votre bac et vos plantes elles seront en meilleure santé. Je me trompe pas, monsieur? Non, c'est vrai. C'est bien ça, parfait. Eh ben écoutez, c'est parti. On va commencer du coup avec une cryptocorine et ça va être la cryptocorine X Willisii. Alors, la cryptocorine X Willisii, donc celle-ci, c'est forcément les plantes qui viennent de chez Matériel Aquatique, mais c'est la marque Tropica et ça, j'aime beaucoup la marque Tropica en fait parce que quand ils fournissent leurs plantes, regardez, petits détails, vous voyez, il y a un code couleur ici. Ce petit logo-là, il va être soit vert, soit jaune, soit rouge. Et ça, en fait, ça va correspondre à peu près à la difficulté de maintien de la plante. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est une petite astuce si jamais vous débutez et que vous voulez absolument des plantes qui sont assez faciles à maintenir. Bah, comme ça, vous le savez, essayez de choper les plantes avec le petit logo vert. Du coup, la cryptocorine. Donc, celle-ci, c'est des cryptocorines qui sont quand même assez grandes. Donc, je vais éviter de les mettre devant parce que sinon, elles vont me cacher toute la vue. Celle-ci, je pense que je vais la mettre par là. Alors, quand vous voulez planter vos plantes à l'intérieur de votre bac, prenez-les bien avec votre pince. Voilà. Et n'hésitez pas à aller creuser un petit trou en bougeant. Tranquillement. Voilà. Et après, vous reprenez un petit peu de sol, vous remettez devant, tranquillement. C'est vraiment histoire d'être sûr que quand vous allez remplir votre bac, il y a tout qui ne remonte pas et que votre plante, bah, elle soit complètement déracinée, quoi. Alors, j'en ai une deuxième, celle-ci, puisque j'en avais deux, de la cryptocorine X Willis. Celle-ci, je vais essayer de la mettre pas trop loin non plus, à mon avis. Alors, ce que j'aime bien dans ce bac, j'aime beaucoup le rendu, parce qu'il est assez naturel, ça fait petit bout de rivière, puis ça fait, comme dans la nature, en fait, c'est pas très ordonné, la nature de base. Donc, moi, j'aime beaucoup ce rendu. Le problème, c'est que pour planter mes plantes, bah, je me suis fait avoir, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir ça, les microsorem, ça va se planter dessus. La petite crypto, celle-ci, j'en ai là. Bah écoutez, je vais la mettre pas trop loin, du coup, celle-ci. Voilà. Histoire que ça fasse un petit bosquet. Et toujours garder un petit côté naturel. Vous savez, dans la nature, vos plantes, elles vont pas s'éparpiller un petit peu partout. Généralement, les plantes d'une même espèce, elles vont se pousser en bosquet, en fait, dans la nature. Et vous allez avoir plusieurs espèces de plantes qui sont réunies à différents endroits. Mais c'est jamais éparpillé dans tous les sens. Ensuite, alors, toujours, pour rester dans le thème de la cryptocorine, j'ai une petite cryptocorine qui va être marron, et ça, c'est de la Albida Brown. Et l'Albida Brown, j'aime bien parce qu'elle est un petit peu plus petite, du coup, que les autres, même beaucoup plus petite que les autres. Et celle-ci, je vais pouvoir la mettre devant, du coup. Alors, où est-ce que je vais la mettre devant, par contre? Je pense que je vais la mettre juste ici. Hop. Ouais, j'ai de la place par là. Parfait. Pour rester encore, on va faire toutes les cryptocorines d'un coup, hein, comme ça ce sera plus simple. J'en ai une dernière, c'est celle-ci. Une cryptocorine qui va être aussi grande que la première qu'on a mis ici, mais c'est pas la même espèce. Ça, c'est de la cryptocorine lutea. Et la cryptocorine lutea, du coup, vu que c'est pas la même espèce, je vais pas la mettre du même côté ici, je vais essayer de la planter un petit peu plus de ce côté-là. Alors, ma petite cryptocorine. J'ai avoir une feuille qui va... Voilà, je vais la décaler un petit peu. Et je vais la mettre par là. Voilà. J'écarte tout doucement. Parfait. Très bien. Ça y est, j'en ai terminé avec mes cryptocorines. Je vais pouvoir passer aux plantes de fond. Donc ça, c'est les plantes qui vont être un petit peu plus longues. Là-dessus, je vais avoir 3 espèces différentes. Je vais commencer par la Murdania. Alors, la Murdania, ça, c'est une plante. On a 2 pots. On avait 2 pots. Hop là. C'est celle-ci. Alors, je vais la planter en gros bosquet, hein. C'est de la Murdania exactement Quessac. Plante qui est aussi facile de maintien, en plus c'est pas trop mal parce que c'est assez facile à bouturer ce genre de plante. Vous voyez, quand vous voulez les bouturer, juste vous coupez le petit bout qui est ici, vous allez le replanter, ça va refaire des racines très facilement et ça va vous permettre de garder des plantes, de faire en sorte que votre aquarium soit de plus en plus fourni en plantes en fait, tout simplement. Et puis si jamais vous en avez vraiment beaucoup trop, bah n'hésitez pas à en vendre, à en donner, ou alors bah, si vous pouvez pas le faire, bah achetez-les quoi. Malheureusement, des fois on n'a pas forcément trop le choix. Sur celle-ci, par contre, où est-ce que je vais la mettre? Beaucoup de bazar là-dedans. Alors, celle-ci, je vais la mettre vraiment dans le coin qui est là. Et ça, c'est une plante en fait qui va vraiment monter, qui va grimper vraiment jusqu'en haut du bac, même beaucoup plus. Pour finir, alors, avec les plantes qui vont monter à l'arrière, je vais avoir de l'hydrocotyl CF tripartita. Ouais, c'est des noms, ils sont là compliqués quand même, je les aurais pas retenus de tête ceux-là. Et ça, c'est des plantes, alors c'est pas la même marque, donc je vous donne aussi la petite astuce si jamais vous débutez. Chez Denerl, donc les plantes avec cette étiquette-là,
Le code qui va être en dessous, donc ça va être marqué easy, medium ou hard, ça va être le niveau de difficulté des plantes. Donc n'hésitez pas à regarder si jamais vous débutez, et évitez de partir dans des plantes qui sont hard, qui vont demander à la fois un éclairage qui va être compétitif et à la fois du CO2 pour pouvoir être maintenu. Sinon, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein, je vous le dis. Alors celle-ci, c'est une plante assez simple, j'aime beaucoup, ça ressemble un petit peu de la bacopa, mais les feuilles sont un peu différentes. C'est vraiment pas mal. Je vais essayer de la mettre un petit peu en valeur. Où est-ce que je pourrais la mettre? Je pense que je vais la mettre par là, celle-ci. Parfait. Et du coup, pour finir, on est sur une plante qui est pas forcément facile, c'est de la Ludwija palustris super red. Et ça, donc, elle va avoir le code couleur médium. Vous voyez, il est juste là, il est en jaune, c'est facile à repérer. Et celle-ci, alors, pourquoi est-ce qu'elle est en médium? Parce qu'elle est assez facile de maintien quand même, attention. Hein. C'est une plante qui va être en facile de maintien, mais elle va rester verte en fait si vous lui donnez pas l'éclairage dont elle a besoin. Parce que si vous avez un éclairage qui est assez puissant, cette plante-là va devenir rouge. Et c'est pour ça qu'elle est considérée comme médium, c'est parce qu'elle a cette possibilité-là en fait. Mais si jamais vous lui mettez pas un éclairage puissant, elle va rester verte. Et il faut savoir que les plantes, si elles ont une couleur qui va être rouge, en fait c'est tout simplement parce qu'elles vont venir se protéger. Il faut savoir que les plantes sont faites à base donc de chlorophylle, c'est comme ça qu'elles font leur photosynthèse, et la chlorophylle, c'est ce qui leur donne cette couleur qui est verte. Sauf qu'une plante, quand elle est rouge, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de soleil, elle a besoin de se protéger puisque le vert n'est pas assez efficace pour la protéger des rayonnements solaires, et du coup, elle va prendre cette couleur rouge qui va mieux la protéger. Et c'est tout simplement pour ça qu'elles ont des couleurs qui vont être différentes. Après, pour les fleurs, c'est encore une autre raison, c'est pas vraiment la même chose. Là, je parle bien des plantes, donc ce qui va être les feuilles, les tiges, ce genre de choses. Donc là, j'en ai terminé du coup avec la plantation de mes plantes, parce que je vais avoir des plantes qui sont épiphytes. J'ai de la Microzorum, j'ai pas le nom exact de la Microzorum que c'est, par contre, si, j'ai une étiquette qui est là. Parfait, je te remercie. Je vais avoir de la Microzorum PT Naro, et j'en ai 2 paquets. Voilà. Celle-ci et celle-ci. Microzorum, une plante épiphyte que j'aime beaucoup. Donc, les plantes épiphytes, ça veut dire quoi? C'est tout simplement une plante qui va pas se mettre dans le sol, mais qui va venir se fixer sur un support. Support qui peut être une racine, une pierre, peu importe en fait finalement. Ça peut être même de la coco, un morceau de plastique. Je vous rassure, les plantes épiphytes, ça va s'accrocher partout. Il y en a plein des plantes épiphytes. Vous pouvez avoir de la Bucephalandra, vous pouvez avoir de la Nubia. Dans des terrariums, on peut en mettre aussi. Vous pouvez aussi avoir de l'orchidée. L'orchidée est une plante qui est épiphyte. Il y en a vraiment beaucoup de sortes. Pour fixer une plante épiphyte dans un aquarium, il y a plusieurs solutions. On peut utiliser du fil de pêche qu'on va venir attacher, passer autour, tout ça. Je pense que c'est ce que je vais faire avec du fil de pêche à mon avis. Ou je fais ça avec quoi? Enfin, sinon, alors, fil de pêche. Sinon, on peut faire ça avec du fil de fer. Ça marche aussi. Le problème du fil de fer, c'est que ça peut rouiller. Prenez du fil d'acier inoxydable. C'est quand même un petit peu mieux. Mais ça reste quand même assez visible, donc pas très esthétique. Il y en a, j'ai vu, ils utilisent des Serflex. Je vous conseille pas d'utiliser des Serflex, honnêtement. C'est des morceaux de plastique, c'est pas forcément très bien. Par contre, la super glue, ça marche super bien. Vous venez appliquer un tout petit peu de glue directement sur votre surface, vous venez coller votre plante, et ça marche super bien. Par contre, avec la super glue, faites très attention, prenez-la en gel, parce que si vous la prenez pas en gel et que vous la prenez liquide, ça peut en foutre partout, et après c'est une vraie galère. En plus, c'est plus long à sécher. Je vous conseille de la prendre en gel, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Petit détail qui est quand même assez important. Là, vous voyez, je suis en train de faire ma plantation, je suis en même temps en train de discuter, j'ai mes plantes qui commencent à moitié sécher, je suis en train de vérifier là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon vapeau qui est juste ici et je vais passer un petit coup à l'intérieur. Le petit coup de vapeau, je vous conseille de le faire toutes les 5 à 10 minutes parce que vos plantes aquatiques, une fois qu'elles sont à l'extérieur, elles sèchent assez vite et vu que c'est un petit peu dans le nom, c'est des plantes qui sont aquatiques, elles vont avoir besoin d'eau. Effectivement, chez le fabricant, elles sont pas forcément maintenues dans des milieux aquatiques, mais elles sont maintenues dans des milieux qui sont saturés en humidité. Donc, il y a quand même énormément d'eau. La première, je pense que je vais essayer de la caler dans le coin qui est juste ici. Non, ça va cacher ma plante qui est derrière. Non, celle-ci, je vais la mettre par là, je vais la caler en dessous. Hop. Voilà. Et la seconde, j'en ai mis une par ici, je pense que ça va manquer un petit peu de verdure dans ce coin-là. Je vais essayer de la coincer entre la pierre et la racine juste ici. Alors, hop, c'est parti.
Parfait, et ben écoutez, là j'en ai fini avec ma plantation, j'avais juste ces deux-là. Je vais faire attention parce que j'ai celle-ci, mais alors celle-ci ça c'était des plantes flottantes, donc tant que j'ai pas d'eau, je vais pas pouvoir mettre mes plantes flottantes. Plantes flottantes qui sont très importantes pour la pistogramma, puisque la pistogramma va émettre une eau qui va être assez tamisée. Donc soit vous partez sur du blackwater, mais il y aura quand même des plantes flottantes, soit vous mettez juste des plantes flottantes, ce sera suffisant. Nous l'avantage c'est qu'en plus on a un éclairage où on peut régler la puissance, donc ça va être une dinguerie, nos apistos ils vont être au top du top, je suis trop content. Donc bah écoutez, maintenant que j'ai terminé ça, on va pouvoir passer au remplissage de l'aquarium, et ensuite je vais pouvoir installer mes plantes flottantes. Pour remplir votre aquarium, vous allez avoir plusieurs solutions quant à votre choix d'eau. Déjà premièrement, sur un aquarium comme ça reste encore à peu près possible, vous pouvez utiliser de l'eau de source que vous achetez au magasin. Évitez d'utiliser de l'eau de minérale parce que celle-ci va être, comme son nom l'indique, pleine de minéraux, mais l'eau de source ça fonctionne très bien, surtout sur des gros bidons, ça peut le faire avec ce taille-là. Par contre, si vous avez plus gros, ça devient assez compliqué. Vous pouvez utiliser aussi de l'eau de votre robinet, par contre, il faudra faire attention aux paramètres de l'eau, puisqu'en fonction de la région, elle peut être plus ou moins calcaire, avec plus ou moins de minéraux, donc faites quand même attention. Et surtout, faites-la déchlorer pendant 24 à 48 heures à l'air libre. Comme ça, le chlore, lui, va pouvoir s'évaporer et ça va éviter d'intoxiquer vos poissons, vos plantes ou votre aquarium avec vos bactéries qui sont à l'intérieur. Votre aquarium vous me remerciera, vous en faites pas. Sinon, si jamais vous avez déjà un aquarium, vous pouvez réutiliser de l'eau de votre aquarium. Comme ça, les paramètres sont les mêmes. Je sais que les aquariums tropicaux, on fait souvent ça parce que les paramètres sont à peu près les mêmes à chaque fois. Donc, ça permet de pouvoir s'aider énormément là-dessus. Vous pouvez aussi utiliser encore de l'eau osmosée. Donc ça, c'est encore une autre solution. L'eau osmosée, c'est une eau qui a été filtrée pour enlever tous les minéraux, le chlore, les métaux lourds que vous pouvez trouver à l'intérieur. Ce qui fait que vous avez de l'eau pure. Le problème avec ça, c'est que c'est de l'eau qui a 0 au niveau de ses paramètres. Donc c'est pas forcément bien pour votre bac. Ça vous permet par exemple de pouvoir l'utiliser comme complément. Vous pouvez utiliser un tout petit peu d'eau du robinet ou un tout petit peu d'eau d'aquarium et compléter avec de l'eau osmosée, ça fonctionne très très bien. Enfin bref, en tout cas, une fois que vous avez fait le choix de votre eau, nous ce qu'on a fait c'est que pour vous montrer un petit peu, histoire de pouvoir montrer aux débutants que c'est tout à fait faisable, on a décidé de partir sur de l'eau osmosée que vous pourriez trouver en animalerie par exemple, et de l'eau du robinet qu'on a fait déchlorer pendant 24 à 48 heures, même un petit peu plus, histoire qu'on soit sûr et les paramètres sont à peu près les mêmes que pour un aquarium tropical, donc ce sera parfait. L'eau que j'ai à l'intérieur, donc voilà, on va commencer par l'eau osmosée, c'est dans des gros bidons qui sont juste ici. Pour éviter de retourner tout votre décor, un petit conseil, utilisez un tuyau, évitez de renverser complètement à l'intérieur. Je sais qu'il y a des techniques qui permettent de le faire, mais si vous êtes des débutants, si jamais vous avez un doute, évitez. Essayez de trouver un moyen de pouvoir surélever un petit peu votre source d'eau. Voilà, comme je suis en train de le faire. Je vais enlever le bouchon qui est juste ici. Voilà, parfait. Et avec un tuyau, je vais le mettre à l'intérieur, je vais venir dedans, je vais faire un petit effet de pression pour aspirer et ça va venir directement dedans. Le tuyau, hop là, c'est parfait, je l'ai juste ici. Voilà, je mets ça dedans. Ah, je vais pas avoir assez long, ça c'est ballot. Ouais, je vais devoir décaler un peu l'aquarium. Alors. Voilà, mon bac, je vais le mettre ici. Je devrais avoir assez long, ouais, ça devrait le faire. Alors, donc là, une fois que c'est dedans, j'aspire. Voilà. Et là, j'essaie de trouver une partie de décor sur laquelle je peux faire tomber l'eau, histoire d'éviter de retourner complètement mon décor, et histoire d'éviter de faire en sorte que mes plantes remontent une fois que j'aurai mis mon eau, quoi. Normalement, avec du sable, il n'y a pas forcément trop de soucis. Je sais que le sable, c'est un sol qui va permettre de pouvoir garder un maximum les racines quand ça va être humide, et du coup, ça fait que les plantes remontent moins. Si vous utilisez du manado, par exemple, le manado, c'est quelque chose qui est très très aéré. Parfois, l'eau s'infiltre assez mal dedans, ce qui fait que ça peut remonter et les plantes se déracinent assez facilement. En tout cas, moi, de mon côté, je vais remplir le bac, et puis on se retrouve juste après pour l'introduction des poissons. 2000 ans plus tard. Avant de passer à l'introduction des poissons, j'avais 2-3 petites choses à vous dire que j'ai un petit peu oublié de vous préciser avant. Déjà, je pense que pendant le remplissage, vous avez vu qu'il y avait des éléments de déco là, comme ça, là, qui sont remontés. Bon, ça c'est tout à fait normal. C'était des éléments qui étaient assez secs, ce qui est tout à fait logique. Hein. Du coup, l'eau s'est pas infiltrée à l'intérieur, c'est pour ça que ça se met à flotter. Bon, ça va tomber avec le temps, ne t'en fais pas. Ça devrait durer quelques jours seulement. Par contre, nos racines, elles, ont commencé à remonter. Ça, je m'y attendais aussi. C'est exactement la même raison. Elles étaient assez sèches, il n'y avait pas d'eau à l'intérieur, c'est pour ça que ça flotte. Moi, je ne voulais pas les faire bouillir parce que si vous voulez éviter ce problème, vous pouvez les faire bouillir, ça va permettre de pouvoir les désinfecter, ça va permettre aussi de faire en sorte que l'eau s'infiltre à l'intérieur, c'est pour ça qu'elles vont couler. Mais par contre, le tanin, lui, va se dégager de la racine et elle va perdre en tanin. Le tanin, ça reste un élément qui va venir colorer votre eau, absolument pas nocif pour les poissons, bien au contraire, ça permet d'avoir un aquarium blackwater. Ce que je cherche à avoir un petit peu avec ces racines, c'est pour ça que je n'ai pas fait bouillir mes racines, j'y tenais absolument, je voulais surtout pas le faire.
On verra si ça fonctionne ou pas, ma petite idée. Ensuite, j'ai quand même rajouté mes petites plantes flottantes. Les plantes flottantes, je te l'avais dit, on allait les rajouter vers la fin parce que forcément, il faut qu'il y ait l'eau à l'intérieur. Donc celles-ci, je les ai mis. J'ai quand même fait attention parce que ça reste assez fragile les plantes flottantes. Donc vraiment, faites attention quand vous en mettez à l'intérieur de votre aquarium. Les éléments techniques comme le filtre et chauffage, ça y est, j'ai pu les brancher directement. Le filtre, lui, je l'ai branché, je l'ai réglé directement au minimum. Le chauffage, je l'ai lui aussi branché et réglé, sachant qu'il vous faut une température d'eau entre 20 et 28 degrés. Moi, de mon côté, je l'ai réglé à 26. Comme ça, je sais que c'est l'idéal. En plus, au niveau de la température de reproduction de la Pistogramma, c'est plutôt pas mal. Mais bon, tout ça, je vais t'en parler un petit peu plus tard. Et moi, la famille, je vous retrouve du coup dans 4 semaines, puisqu'on a décidé de faire un cyclage complet pour cet aquarium. Enfin bon, 4 semaines au minimum. On va le surveiller avec des tests qu'on va faire à l'intérieur, puisque Matériel Aquatique nous a aussi fourni une nouvelle mallette de test qu'ils viennent d'avoir. Donc ça, je suis plutôt content, on va pouvoir la tester aussi. Et en plus de ça, il faut que l'aquarium, il faut que le cyclage de l'azote, le cycle de l'azote se fasse à l'intérieur. Puisque le cycle de l'azote, c'est quoi? Je vais pas te l'expliquer dans la vidéo. J'ai déjà fait toute l'explication dans l'épisode 1 du bac école. Si t'es pas content, écoute, t'iras voir l'épisode 1 du bac école. Je te l'ai déjà montré juste avant, je vais pas te remettre la fiche parce que sinon ça va pas marcher. Écoutez, la famille, moi je vous retrouve dans minimum 4 semaines pour l'introduction des Apistogramma. À tout de suite. 2000 ans plus tard. Comme tu viens de le voir, on se retrouve pas un mois après, mais 2 mois après. Je t'avoue qu'on a eu énormément de difficultés à trouver nos apistos. C'est pas tant les apistos de base qui sont difficiles à trouver, ça, il y en a un petit peu partout, des Borrelia. Mais par contre, c'est plutôt dans le coin. Il y a eu énormément de concours de circonstances qui ont fait qu'il y a eu un gros manque de certificats de capacité dans le coin, qui fait qu'on n'a pas pu avoir de poissons Apistogramma Borrelia avant un gros moment. Enfin bref, là, on a réussi à les trouver. Enfin, on est super content. Ils sont juste ici, ils sont un petit peu stressés, donc on va essayer de passer à l'étape de l'acclimatation. Je vais déjà, dans un premier temps, les mettre dans l'aquarium. Tu le sais bien, pour faire une acclimatation correctement. Je vais pas tout refaire, on a les bacs écoles qui sont là pour t'aider si jamais tu te poses la moindre question. En tout cas, nous, la technique qu'on va utiliser, c'est déjà dans un premier temps acclimater les températures entre l'eau de l'aquarium et l'eau du sachet. Pour ça, c'est tout simple, je récupère mon sachet avec mes poissons et je mets ça directement dans mon aquarium. Je fais quand même bien attention à ce que l'eau du sachet ne se verse pas dans mon bac. Voilà, là c'est parfait. Et je vais te faire un petit récap sur l'aquarium parce que tu te doutes bien qu'en 2 mois, il y a eu beaucoup de changements. Déjà, dans un premier temps, au niveau des plantes. Alors là, les plantes flottantes, elles ont littéralement explosé. Il y en a eu partout, mais alors partout. Je pense que certains le verront. Il y a eu un gros changement de couleur au niveau de l'aquarium. Alors ça, c'était déjà prévu. Dans un premier temps, on voulait avoir une ambiance un petit peu tamisée dans l'aquarium. J'avais fait exprès de ne pas bouillir mes racines justement pour avoir cet effet-là, ce relâchement de tanin dans mon bac. Ça a été réussi. On a eu une eau qui était plutôt marron, mais au fur et à mesure des changements d'eau, elle a commencé à s'éclaircir. Peut-être qu'à l'avenir, on remettra manuellement un petit peu de tanin pour pouvoir l'assombrir un petit peu, c'est pas sûr, on verra ça un petit peu plus tard. En attendant, là, on va pouvoir passer à l'acclimatation de nos poissons qui sont en train de se faire tranquillement. Puisque une fois que les températures se seront égalisées, je vais pouvoir faire l'acclimatation des paramètres physico-chimiques entre l'eau du sachet et l'eau de l'aquarium. Pour ça, c'est tout simple, je récupère un petit verre, je récupère un petit peu d'eau de mon aquarium et je la verse directement dans mon sachet. C'est très peu, la quantité est extrêmement faible, mais ça je le fais toutes les 5 à 10 minutes je dirais, histoire que les paramètres puissent s'égaliser et faire en sorte qu'il n'y ait pas de choc pour ton poisson une fois qu'il va changer. Quelques minutes plus tard. Maintenant, ça y est, mon acclimatation elle est terminée, ça fait à peu près 45 minutes qu'on est en train de verser un petit peu d'eau à l'intérieur, histoire d'égaliser les paramètres physico-chimiques entre l'aquarium et le sachet. Je vais pouvoir récupérer mon épuisette pour récupérer mon poisson et les mettre dans mon aquarium. Enfin, là, mes poissons, puisque j'en ai 2 à l'intérieur. Bien sûr, bien entendu, moi ça me paraît logique, mais on récupère pas le sachet, on verse pas l'eau du sachet à l'intérieur. Très souvent, il y a des algues, il y a des choses qu'on ne veut pas dans l'eau de l'animalerie et qu'on voudrait mettre dans notre aquarium, ça on n'en veut pas, donc on évite de le faire. C'est pas forcément de leur faute, les pauvres, c'est surtout à cause de l'éclairage qui est allumé toute la journée en fait, c'est juste à cause de ça. Mais en tout cas, moi je vais récupérer mes poissons et les relâcher directement dans mon aquarium. Alors je fais quand même très attention puisque eux là, ils sont particulièrement stressés. Voilà. Tac, j'en ai un là, je le relâche dans son aquarium, tranquillement. Et je récupère le deuxième. Ils sont très stressés là. Voilà, je fais tout doucement. Et je le remets dans son bac. Allez, vas-y, petit poisson, tu peux t'échapper. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir rallumer mon aquarium. Alban, il va vous faire un petit plan musical des petits poissons, histoire que vous puissiez les admirer correctement. Et moi, je vous retrouve dans quelques instants, juste derrière le plan de travail, pour pouvoir parler un petit peu de l'alimentation, de la reproduction et de l'entretien.
parti sur l'alimentation maintenant. Il faut savoir que l'apistogramma est un poisson prédateur, c'est-à-dire qu'il va se nourrir de différents organismes qu'il va pouvoir trouver dans son habitat, surtout des petits poissons ou alors des petits crustacés, ce genre de choses. En captivité, tu vas pouvoir lui donner différents types d'alimentation. Déjà la nourriture vivante comme les vers de vase, les artémias, ce genre de choses, ça, ils vont en raffoler. Tu vas aussi pouvoir les nourrir avec du congelé. C'est exactement les mêmes produits, artémia, vers de vase, ce genre de choses, mais ça va être congelé, ils ne seront plus vivants quand tu vas lui donner. Et bien sûr, tu vas aussi pouvoir le nourrir avec des granulés. J'en ai juste ici, hop là. Ça c'est de la marque Mort, c'est une très bonne marque, je trouve que ça donne des couleurs de dingue à votre poisson. Et ça, les granulés, c'est vraiment la base de leur alimentation. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de leur donner en toute petite dose 1 à 2 fois par jour et d'essayer quand même de bien varier l'alimentation, c'est-à-dire que de base, vous donnez des granulés et une fois de temps en temps, vous donnez soit du vivant, soit du congelé. Pour la reproduction chez ce poisson, faut savoir que c'est ultra dingue. Ça ressemble énormément au Ramirezi d'ailleurs. Comme lui, en fait, il va venir protéger sa ponte, protéger ses alevins une fois qu'ils vont naître. C'est vraiment le côté ultra intéressant et honnêtement, c'est vraiment abordable même pour un débutant. Il faut savoir en fait que pendant la période de reproduction, déjà tout au long de l'année, tu vas avoir un couple dans ton aquarium qui va vraiment se former. Un mâle et une femelle qui vont particulièrement bien s'entendre et traîner très souvent ensemble dans le bac. Quand tu vas avoir ce couple, une fois que la période de reproduction va arriver, tu vas sentir que le mâle il va être un petit peu plus vénère, un petit peu plus énergique. C'est simple, il va essayer de virer tous les poissons qui vont traîner dans la zone de ponte. T'en as un qui se ramène, il va aller lui défoncer sa mouille. Et pendant ce temps-là, tu vas avoir la femelle en fait qui va aller sur sa zone de ponte, à l'endroit où elle va pondre, venir la nettoyer. Puisque comme pour le Ramirezi, en fait, les apistogrammas viennent pondre directement sur une surface. Alors, à la petite différence des Ramirezi, c'est tout simplement que les apistos vont préférer pondre dans une zone qui est bien cachée. Généralement, ils vont pondre sur la surface en hauteur d'une coco ou ce genre de choses, ou même d'une racine directement. Et une fois que ce sera fait, la femelle en fait va venir pondre ses œufs sur cette surface. Et ensuite, le mâle va venir féconder les œufs. Il n'y a pas d'acte reproducteur en fait entre le mâle et la femelle. C'est vraiment la femelle qui vient pondre ses œufs et ensuite le mâle qui vient les féconder. Pendant toute cette période, il va y avoir l'incubation. Donc ça, c'est une période qui va durer plusieurs jours après la ponte. Et pendant aussi toute cette période, le mâle et la femelle vont protéger leurs œufs. C'est très important. Généralement, vous allez voir, ils vont s'approcher, ils vont venir les ventiler pour éviter tout développement bactérien sur ces œufs. Et une fois qu'ils auront éclos au bout de quelques jours, les petits alevins vont rester proches des parents, puisque les parents vont les protéger, vont aller leur chercher de la nourriture, ils vont aller nager avec eux dans l'aquarium. C'est vraiment quelque chose qui est magnifique à voir. En général, au bout d'une semaine à 2 semaines, il va y avoir ce qu'on appelle la nage libre des alevins. Et une fois que la nage libre est atteinte, les parents vont arrêter de protéger leurs petits. Si jamais vous avez des poissons qui sont trop petits, si jamais il n'y a pas assez de cachettes et si jamais l'aquarium est trop petit, comme par exemple nous dans un 60 litres, il faudra absolument retirer ces poissons une fois que la nage libre est atteinte parce que là les parents pourraient aller manger leurs petits. Je vais maintenant te faire une petite partie sur l'entretien. Comme d'habitude dans toutes les vidéos trucs et astuces, j'aime bien faire cette petite partie, comme ça toi tu sais à peu près à quoi t'attendre sur les petites tâches quotidiennes ou toutes les petites tâches d'entretien que tu vas avoir pour ton installation. Alors, pour des poissons, donc des apistogrammas, un aquarium de 60 litres, rien de spécial à faire pour pouvoir l'entretenir. Déjà, dans un premier temps, je te conseille de faire des tests sur cet aquarium. S'il est plutôt jeune, je te conseille de faire les tests une fois par semaine. Si ton aquarium commence à avoir été bien cyclé, disons plusieurs mois de vie, là je te conseille de faire tes tests une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois. Ensuite, tu vas venir faire un changement d'eau de 30% du volume de flotte à l'intérieur du bac. Tous les mois, ça reste assez important, ton aquarium va monter en pollution et pour éviter un pic, je te conseille du coup de faire ce changement d'eau. Ensuite, je te conseille aussi de venir faire un nettoyage de ton filtre. La filtration, elle va s'encrasser avec le temps. Là, nous, on est sur un couple à l'intérieur de l'aquarium. On n'a pas d'autres poissons dedans, donc le filtre va pas s'encrasser extrêmement vite. Je pense qu'un nettoyage tous les 2 mois sera largement suffisant. Si jamais tu avais beaucoup plus de poissons, un nettoyage du filtre tous les mois, ce sera un petit peu plus judicieux, tu vois. Pour nettoyer ton filtre, par contre, évite de me le mettre directement sous l'eau du robinet. Non, non, non. Tu fais un changement d'eau, tu récupères l'eau directement dans un seau, ensuite tu prends ta mousse de filtration, tu viens la rincer un petit peu dans ton seau où tu as récupéré ta flotte et ensuite tu la remets dans ton aquarium. Sinon, si tu fais ça sous l'eau du robinet, tu vas avoir du chlore en fait qui va venir sur ta filtration et qui va te flinguer toutes tes bactéries et là, je te le dis, ton aquarium il va pas kiffer du tout.
Ensuite, en fonction de la vitesse à laquelle il va s'encrasser, car tous les aquariums ont des algues, ça c'est inévitable. Le principal, c'est d'éviter de faire en sorte qu'elles se développent beaucoup. Donc en fonction de la vitesse à laquelle ton aquarium s'encrasse, tu vas devoir faire un nettoyage de tes vitres, un nettoyage de ton décor avec toutes les algues qui se sont déposées dessus. Et bien sûr, la dernière chose à faire, c'est de venir tailler tes plantes. Les plantes, elles aussi, elles vont pousser. Nous, on utilise toujours des plantes naturelles. On vous conseille en plus de toujours utiliser des plantes naturelles. Et forcément, quand elles poussent, au bout d'un moment, quand elles ont atteint le haut, va falloir les tailler parce que sinon, ton aquarium, il va plus ressembler à rien. Ça va vraiment dépendre des plantes que tu vas avoir à l'intérieur. Tu vas avoir des plantes à pousse rapide, des plantes à pousse lente. Je peux pas vraiment te conseiller de délai à laquelle il va falloir faire ton taillage. Moi, je te conseille juste de le faire une fois que ton aquarium, il a vraiment trop poussé, que tu trouves qu'il ressemble plus à grand chose, quoi. Merci beaucoup la famille d'avoir regardé cette vidéo et surtout un énorme merci à Matériel Aquatique qui nous a fourni tout le matériel dont on a eu besoin pour cette vidéo. Je vous rappelle que si vous avez besoin de vous commander du matériel pour votre aquarium, rendez-vous sur Matériel Aquatique. Vous avez en plus 8% de réduction et ce toute l'année grâce au code promo Animaux8. Tu as toutes les modalités qui sont directement dans la description. Tu vas aussi pouvoir nous rejoindre sur les réseaux comme d'habitude, Instagram, TikTok et Facebook pour avoir des news, des photos, des vidéos de tous les animaux qu'on a au studio. Tu vas aussi pouvoir t'abonner à la chaîne et nous aider à atteindre notre objectif un petit peu fou des 10 000 abonnés avant la fin de l'été et Dieu sait qu'il arrive très vite ces fins d'été. Ensuite, tu vas aussi pouvoir te rendre sur notre boutique en ligne si tu as envie de nous aider à pouvoir entretenir, à pouvoir acheter du matériel pour tous les animaux qu'on a au studio. Et ben écoute, rends-toi sur notre site, tu vas trouver différents produits avec des designs qui sont aussi différents, qui ont été réalisés par Art by Ja. C'est des designs que moi personnellement j'adore, donc tu peux te rendre directement sur le site et te commander ton produit préféré. La famille, comme d'habitude, ce genre de vidéos, ça me fait énormément plaisir de pouvoir les réaliser pour vous, de pouvoir vous partager toute la passion que j'ai autour de ces animaux de compagnie. C'est vraiment incroyable. Alban, c'est exactement pareil. Enfin, vraiment, nous, on adore faire ce genre de vidéos. Donc, je suis trop pressé de vous retrouver la semaine prochaine, dimanche 11h. C'était Matt sur Animaux. Je vous fais des bisous. Ciao!